Une explosion dans la nuit a brisé le silence de Ouagadougou. Quelques minutes plus tard, le palais présidentiel de transition était encerclé, les communications coupées, les rues vidées. Mais comment un assaut aussi précis a-t-il pu viser Ibrahim Traoré, symbole d'une Afrique qui refuse de plier? Ce mardi-là, le Burkina Faso a vacillé, sans céder. L'attaque avortée contre Ibrahim Traoré ne se résume pas à une simple tentative d'assassinat. Elle révèle une fracture plus profonde, celle entre un pays en quête d'autonomie et un système international encore marqué par l'ingérence. Pour les Burkinabés, l'enjeu n'est plus seulement la sécurité du chef de l'État, mais la survie d'un modèle de souveraineté que beaucoup pensaient impossible. Ce récit promet de dévoiler non seulement comment l'opération a été déjouée, mais aussi pourquoi elle cristallise les tensions géopolitiques autour du Sahel. Car si le nom d'Ibrahim Traoré résonne comme un appel à la résistance, il sert aussi de prisme pour mesurer l'inconfort des puissances étrangères face à un nouveau rapport de force africain. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et jusqu'où les lignes d'influence se sont-elles étendues? Entre faits bruts, enquêtes croisées et zones d'ombre, cette histoire nous plonge au cœur d'un affrontement silencieux, celui où l'information, la loyauté et la peur deviennent des armes. Dès les premières heures du mardi, les services de sécurité du Burkina Faso ont confirmé une tentative coordonnée d'atteinte à la vie du président de transition, Ibrahim Traoré. 2h30 du matin. Un groupe armé tente de franchir le périmètre du palais. En moins de 10 minutes, les communications sont suspendues, l'espace aérien restreint et la capitale plongée dans un silence tendu. Ce n'était pas une incursion improvisée, mais une opération soigneusement préparée, marquée par des signatures technologiques et tactiques inhabituelles. Les premiers éléments de l'enquête, cités par des sources gouvernementales, évoquent une intervention à la fois militaire et numérique. Brouillage, manœuvres de diversion, communication cryptée. Tout converge vers un mode opératoire hybride, inspiré des opérations d'influence modernes. Les responsables burkinabés parlent de coordination extérieure, sans désigner de pays, mais les observateurs régionaux, eux, voient la trace d'un savoir-faire occidental. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré s'est imposé comme le visage d'une rupture. Expulsion de missions militaires étrangères, révision des concessions minières et alliances régionales repensées. Cette indépendance, applaudie à Ouagadougou, inquiète ailleurs. Certains y voient un retour du patriotisme africain, d'autres, une dérive isolationniste. La tentative d'assassinat devient ainsi le miroir d'un conflit latent, celui entre souveraineté et tutelle. Dans les rues, la stupeur s'est mêlée à la fierté. On a voulu l'abattre parce qu'il dérange, confie un commerçant. Ce sentiment, répandu, révèle une nation qui se sait observée, testée et peut-être punie pour avoir voulu se tenir debout. Les Garcia qui suivent Kilaflasso marquent un tournant. Ce n'est plus un incident sécuritaire, mais un révélateur. Le Burkina Faso entre dans une zone grise, entre vérité officielle et soupçons persistants, entre survie politique et bataille narrative. Au lendemain de l'attaque, une figure discrète émerge dans les récits officiels, le colonel Diarra, chef de la sécurité présidentielle. C'est lui qui, selon plusieurs témoins internes, a déclenché l'alerte à 2h34, verrouillant le périmètre avant que les assaillants n'atteignent la cour intérieure. Derrière son calme apparent, il incarne cette génération d'officiers, burkinabés, façonnés par 2 décennies de crise et résolus à prouver que la souveraineté n'est pas qu'un mot. Sous sa direction, les équipes ont isolé les signaux suspects provenant de réseaux privés, puis couper les relais satellites locaux. En quelques minutes, l'effet domino espéré par les agresseurs s'effondre. L'État tient encore. Nous savions que c'était plus qu'une attaque. C'était un test de système, aurait-il confié à un journaliste de la télévision nationale. Autour de lui, les civils ont suivi, souvent sans consigne.
des médecins militaires aux opérateurs radio, chacun a improvisé une ligne de défense. Cette solidarité spontanée, mêlant instinct et discipline, a transformé une nuit de peur en acte de cohésion. Et c'est peut-être là, avant toute enquête diplomatique, que réside l'impact le plus précoce, le sentiment, partagé de Bobo Dioulasso à Ouagadougou, que la nation n'a pas fléchi. Pour Ibrahim Traoré, cette résistance interne vaut plus qu'un discours. Elle prouve qu'au-delà des théories d'ingérence, le Burkina Faso dispose désormais d'un réflexe collectif, celui de protéger son propre cap. Tout commence avant l'aube. À 2h30, un convoi de véhicules sans plaque s'approche du quartier de Kossiam. Des témoins évoquent des moteurs étouffés, des silhouettes en tenue sombre. En moins de 5 minutes, les premières détonations retentissent. Brève mais coordonnée. L'assaut vise 3 points du périmètre présidentiel. Le plan semble calibré. Diversion au sud, percée à l'ouest, relais de communication saturés. Mais la riposte est immédiate. Les unités de garde présidentielle verrouillent les accès. Des drones shadows internes suivent les mouvements autour du mur principal. Une fusillade éclate, courte et précise. À 2h47, les communications sont suspendues sur tout le secteur de Ouagadougou. L'armée ordonne un confinement complet, craignant un assaut plus large. En parallèle, la cellule de crise du ministère de la Défense s'active. Un message crypté part vers les unités de garnison. Les forces spéciales encerclent la zone, bouclant la capitale en moins de 30 minutes. À 3h10, le calme revient, mais la tension reste palpable. On ignore combien d'assaillants ont pénétré, ni d'où venait leur coordination. À 3h45, un premier bilan tombe. 4 arrestations, 2 blessés légers, aucun décès. L'assaut est officiellement neutralisé. Pourtant, des sources internes parlent d'un matériel saisi. Radiotactique, brouilleurs, documents en anglais et en français. Le ministre de l'Information ordonne un blackout médiatique partiel. Ibrahim Traoré, réveillé à 2h35, suit l'opération depuis le bunker de sécurité. Selon un proche collaborateur, il aurait simplement dit « Ce n'est pas une surprise, c'est un avertissement ». À 6h du matin, l'armée contrôle à nouveau les points d'entrée de la ville. Des barrages apparaissent sur les grands axes. Les habitants découvrent, au lever du jour, un silence étrange. Les réseaux restent coupés, les vols suspendus, les rumeurs explosent. Certains parlent d'une attaque étrangère, d'autres d'une mutinerie interne. À 8h, la télévision d'État diffuse un message bref. Une tentative de déstabilisation a été déjouée. La situation est sous contrôle. Dans le pays, les réactions se mêlent. Soulagement, colère, suspicion. Les marchés rouvrent, mais la peur flotte encore. En réalité, ce mardi marque un point de bascule. Ce n'est pas seulement un épisode militaire, c'est un signal, un test grandeur nature de la stabilité du régime et de la loyauté des forces. L'événement devient l'épicentre d'un débat plus vaste. Jusqu'où le Burkina Faso peut-il s'émanciper sans devenir la cible d'un jeu d'ombre géopolitique? Pour Ibrahim Traoré, la réponse ne se trouve pas dans les murs du palais, mais dans la réaction du peuple. Chaque heure passée sans panique est une victoire silencieuse. Chaque rumeur éteinte, un pas de plus vers la résilience. Les chiffres parlent souvent plus fort que les slogans. Selon le rapport interne du Conseil de défense consulté par la télévision nationale, l'assaut du mardi a mobilisé près de 120 soldats et agents de sécurité sur un périmètre de 3 km. En moins de 22 minutes, toutes les unités avaient repris le contrôle complet de la zone, preuve d'une réactivité rarement observée dans les protocoles antérieurs. Ce contraste, avant et après la réforme initiée par Ibrahim Traoré, illustre un changement structurel dans la doctrine sécuritaire du pays. Le second chiffre marquant concerne la communication. Durant la nuit de l'attaque, 47% du réseau mobile de la capitale a été neutralisé ou placé sous filtrage.
Les techniciens de la division cyberdéfense affirment avoir détecté des paquets de données anormaux redirigés vers des serveurs localisés en Europe. Ce delta, entre le trafic normal et celui de l'incident, constitue l'un des indices majeurs pointant vers une orchestration extérieure. Troisième repère, la séquence temporelle et des interférences. Entre 2H28 et 2H46, les signaux GPS civils autour du palais présidentiel ont chuté de 73%, avant de revenir à la normale à 2h52. Ce laps de 24 minutes correspond presque exactement à la fenêtre opérationnelle estimée des assaillants. Ces données, croisées avec des relevés de drones militaires, tendent à confirmer que l'opération n'était pas un simple acte isolé, mais une manœuvre d'ingénierie tactique. Chaque mesure révèle un décalage, un avant-après clair, un basculement entre la théorie et la réalité. Avant 2022, les forces burkinabées réagissaient en moyenne en 45 minutes à une alerte de niveau 3. Aujourd'hui, le seuil est descendu à moins de 20. Ibrahim Traoré avait promis un État plus réactif. Ces chiffres en apportent la démonstration empirique. Au-delà des données, c'est le sens de ces variations qui compte. Elles montrent que la souveraineté, souvent pensée comme une idée abstraite, se traduit désormais par des indicateurs mesurables. Temps de réponse, autonomie numérique, coordination interarmes. Là où autrefois le pays dépendait des systèmes de supervision occidentaux, il opère désormais en circuit interne, réduisant de moitié sa vulnérabilité stratégique. Mais chaque progrès attire son lot de contre-mesures. Les analystes avertissent, plus un État se ferme aux structures d'assistance externe, plus il devient la cible de tentatives de pénétration indirecte. Les chiffres du 22 octobre ne sont pas seulement une victoire défensive, mais aussi un avertissement. Le Burkina Faso entre dans une phase où chaque donnée, chaque minute, chaque mot peut être transformé en champ de bataille invisible. Certains observateurs étrangers relativisent les conclusions du gouvernement burkinabé. Selon eux, l'attaque du mardi ne serait pas une opération hybride, pilotée de l'extérieur, mais un épisode interne amplifié par la méfiance politique. Ils rappellent que plusieurs mouvements militaires non alignés existent encore au sein de l'armée et que la centralisation rapide du pouvoir par Ibrahim Traoré a pu créer des tensions silencieuses. Ces voix avancent un argument simple. L'hypothèse internationale servirait à cimenter le patriotisme autour du président. Pourtant, cette lecture ne suffit pas à expliquer la nature des interférences électroniques documentées cette nuit-là. Les signaux GPS brouillés, les transmissions cryptées détectées à l'étranger et la simultanéité des coupures de réseau suggèrent une sophistication difficile à reproduire localement. Les experts en cybersécurité régionale évoquent une coordination improbable sans appui technique extérieur. L'analyse des paquets de données, confiée à l'Unité nationale de cyberdéfense, a d'ailleurs confirmé l'origine de certains flux en dehors du continent africain. Ibrahim Traoré, dans son discours du lendemain, n'a pas cherché à désigner un coupable. Il a préféré poser une question de fond. Pourquoi le Burkina Faso, pays enclavé, devient-il si systématiquement la cible de stratégies de déstabilisation dès qu'il affirme sa souveraineté? Cette interrogation, loin d'un slogan, souligne le cœur du débat. Où s'arrête l'autonomie et où commence l'ingérence? Les critiques peuvent douter des intentions du régime, mais les faits restent têtus. La vitesse de réaction militaire, la cohésion civile et l'absence de chaos post-attaque dessinent une ligne de défense bien plus organisée que celle d'un État affaibli. Et c'est peut-être là que se situe la vraie contradiction. Un pays que l'on croyait fragile prouve, sous pression, qu'il tient debout. Tout commence par une phrase de 8 mots, lancée au soir du drame. Nous avons survécu, mais à quel prix? Cette ligne, prononcée par Ibrahim Traoré devant la nation, agit comme un coup ferré. Derrière la voix posée se cache la reconnaissance d'un basculement.
Ce n'est plus seulement une tentative d'assassinat, c'est la matérialisation d'un affrontement idéologique. Le président burkinabé, d'un ton mesuré, évoque des forces qui préfèrent l'Afrique divisée et dépendante. Pas de désignation directe, mais un message clair. La souveraineté devient un acte de résistance. Dans les jours qui suivent, les analyses fusent, les chancelleries occidentales parlent de prudence, les capitales africaines, de solidarité prudente. Mais dans les rues d'Ouagadougou, une autre lecture s'impose. L'attaque n'a pas ébranlé la présidence, elle l'a consolidée. Pour beaucoup, l'homme qu'on voulait faire taire est désormais plus audible que jamais. Le milieu du récit révèle donc sa clé. Plus la pression extérieure augmente, plus le sentiment national s'ancre. Les heures qui ont suivi l'attaque ont redéfini les priorités du pays. Pour les institutions nationales, la première conséquence fut une réorganisation complète de la chaîne de sécurité, rotation accélérée des officiers, double validation des communications et déploiement de nouvelles unités de veille cyber. L'État a compris que la stabilité ne dépendait plus seulement des armes, mais aussi de la maîtrise de l'information. Du côté des entreprises locales, l'impact a été immédiat. Les marchés de Ouagadougou ont connu une chute d'activité de près de 30% durant 3 jours. Pourtant, ce ralentissement s'est vite transformé en solidarité économique. Plusieurs coopératives ont lancé des collectes pour soutenir les soldats blessés et leurs familles. Dans ce geste collectif, on retrouve le même esprit que celui qu'Ibrahim Traoré invoque depuis 2 ans. Transformer la peur en puissance populaire. Pour les acteurs non étatiques, la tentative d'assassinat a ouvert une nouvelle phase de prudence. Les ONG étrangères, déjà fragilisées par les restrictions post-2022, ont temporairement suspendu leurs opérations dans 5 provinces. Mais paradoxalement, cette contraction a favorisé la montée en puissance des structures locales. Les associations communautaires, souvent ignorées jusque-là, ont pris le relais, renforçant la cohésion nationale à la base. Enfin, sur le plan régional, la riposte du Burkina Faso a envoyé un signal fort. Les voisins du Sahel, du Mali au Niger, ont renforcé la coordination militaire conjointe. Les médias parlent d'un bloc de souveraineté qui se consolide face aux pressions extérieures. Des diplomates d'Addis Abeba à Accra observent la scène avec attention. La survie d'Ibrahim Traoré devient un symbole de continuité pour une génération de dirigeants décidés à rompre avec les tutelles anciennes. Mais tout symbole a un prix. La méfiance vis-à-vis de l'Occident s'est accrue, alimentant une fracture diplomatique de plus en plus visible. À Bruxelles, Washington ou Paris, la ligne officielle reste prudente. Dans les faits, les canaux bilatéraux se refroidissent. Et c'est ici que le paradoxe s'installe. Plus le Burkina Faso s'affirme, plus il s'isole. Pourtant, dans cette tension, quelque chose d'inédit se construit. Les citoyens, au lieu de se replier, se politisent. Les médias locaux gagnent en crédibilité. L'armée, longtemps perçue comme distante, se confond avec la population. La tentative de déstabilisation, censée affaiblir le régime, a paradoxalement cimenté une conscience nationale. L'avenir du Burkina Faso se dessine désormais selon 3 trajectoires possibles. Dans le scénario de base, le gouvernement maintient le cap actuel. Consolidation interne, coopération prudente avec les voisins et contrôle accru de l'espace informationnel. Ibrahim Traoré continuerait d'incarner une souveraineté défensive, ferme mais calculée. Dans ce cadre, les tensions diplomatiques persisteraient, sans basculer dans la rupture. L'objectif implicite serait de gagner du temps, renforcer les institutions avant que la pression extérieure ne s'intensifie. Dans le scénario optimiste, la tentative d'assassinat agit comme catalyseur d'un sursaut collectif. Le pays, galvanisé par le danger, accélère sa réforme économique et sécuritaire. Les partenaires africains, de plus en plus solidaires, mutualisent leurs ressources et une diplomatie du Sahel émerge, fondée sur l'interdépendance plutôt que sur la dépendance. Dans cette dynamique, le Burkina Faso pourrait devenir d'ici 1 an un laboratoire régional de résilience souveraine.
Dans le scénario pessimiste, les fissures internes s'élargissent, alimentées par l'isolement international et les difficultés économiques. Des campagnes de désinformation, venues de l'extérieur ou relayées localement, minent la confiance dans le gouvernement. L'opinion se divise, les infidèles à la rhétorique de Traoré, les autres fatigués de la tension permanente. Dans ce cas, la stabilité ne tiendrait plus qu'à l'endurance d'un cercle restreint de décideurs militaires. Ces trois chemins ne sont pas exclusifs, ils coexistent, en équilibre fragile. Tout dépendra de la capacité du régime à transformer la vigilance en stratégie durable. Ibrahim Traoré, conscient de ce carrefour, a récemment déclaré « Notre avenir dépend de la discipline avec laquelle nous répondrons à la peur ». Une phrase simple mais lourde d'un principe. Dans le nouveau Burkina Faso, chaque réaction publique est un acte politique. Au-delà des chiffres et des analyses, cette histoire touche à quelque chose de profondément humain. Chaque citoyen burkinabé a ressenti, cette nuit-là, la fragilité du monde qui l'entoure, mais aussi la puissance d'une idée, celle de la souveraineté vécue, non pas proclamée. Pour ceux qui ont entendu les rafales, l'attaque contre Ibrahim Traoré n'était pas une abstraction géopolitique. C'était une épreuve partagée, la conscience soudaine qu'un pays peut tenir debout simplement parce que son peuple refuse de s'agenouiller. Les auditeurs, les lecteurs, les spectateurs reconnaissent ce vertige. Qu'il s'agisse d'un étudiant à Bobo-Dioulasso ou d'un travailleur expatrié à Abidjan, chacun retrouve dans cette histoire une question intime. Jusqu'où sommes-nous prêts à défendre nos propres choix quand ils dérangent les puissants? Cette interrogation dépasse le Burkina Faso. Elle traverse tout un continent où la jeunesse, de plus en plus lucide, cherche à se réapproprier son destin collectif. Ce n'est pas une leçon de politique, c'est une invitation à la lucidité. La tentative d'assassinat a échoué, mais elle a réveillé quelque chose, un sentiment de vigilance. Comme l'a dit un enseignant de Ouagadougou, cette fois, nous n'avons pas eu peur, nous avons compris. Face à l'onde de choc, le gouvernement de transition a transformé la crise en plan d'action. 5 axes structurent la riposte nationale. Le premier axe concerne la sécurité intégrée. Désormais, les forces armées, la gendarmerie et la cyberdéfense fonctionnent sous un même centre opérationnel, afin de réduire le temps de réaction à moins de 20 minutes. Le deuxième axe porte sur la transparence numérique. Un protocole de traçabilité des communications officielles est en test pour éviter les interférences extérieures. Le but, faire du Burkina Faso un modèle africain de cybersouveraineté. Le troisième axe vise l'éducation civique. Des modules scolaires et des campagnes radiophoniques expliquent les enjeux de la désinformation et du patriotisme critique. La souveraineté, dans cette optique, devient une compétence citoyenne. Le quatrième axe met l'accent sur la diplomatie de proximité. Ibrahim Traoré prône la création d'un corridor sahélien reliant les capitales alliées autour de la sécurité et du commerce. Le Burkina Faso mise sur les solidarités régionales plutôt que sur les subventions étrangères. Le cinquième axe se concentre sur la résilience sociale. Un fonds d'urgence, alimenté par les entreprises locales, soutient les familles touchées par les attaques terroristes. L'État veut prouver que l'unité nationale n'est pas une rhétorique, mais une économie partagée. Ces mesures ne régleront pas tout, mais elles tracent une ligne claire, celle d'un pays qui apprend à se protéger sans se fermer. Le bouclage de la boucle est là. La question ouverte du début trouve sa réponse dans la reconstruction méthodique du lendemain. Dans les rues d'Ouagadougou, le calme s'est revenu, mais ce n'est pas le même silence qu'avant. Les murs du palais présidentiel, encore marqués par les impacts de balles, racontent désormais une autre histoire, celle d'un pays qui a vacillé sans tomber. Ibrahim Traoré, dans ses apparitions publiques, ne parle plus avec la fougue du capitaine insurgé, mais avec la gravité d'un homme qui mesure le poids de chaque mot. Le rappel du colonel Diarra, de la nuit d'alerte et des citoyens veillant ensemble résonne comme un motif, celui d'une résistance sans éclat,
mais tenace. Le pays a changé, non parce qu'il a triomphé, mais parce qu'il a tenu. Nous avons appris que la peur ne disparaît pas, elle se dompte, a résumé un jeune journaliste local. La métaphore est claire. Le Burkina Faso n'a pas effacé ses failles, il les a apprivoisées. Et dans ce geste collectif, au croisement du courage et de la fatigue, se dessine la maturité d'une nation. Chaque génération hérite d'une bataille qu'elle n'a pas choisie. Celle du Burkina Faso, aujourd'hui, se joue dans l'ombre, entre l'information et la manipulation, entre la peur et la lucidité. L'histoire d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à un attentat déjoué. Elle illustre la tension universelle entre la volonté d'être libre et le coût de cette liberté. Regarder cette histoire, c'est s'interroger sur la nôtre. Comment défendons-nous nos vérités, nos choix, nos voix? Car la souveraineté n'est pas qu'une affaire d'État. Elle commence dans la conscience de chacun, dans la manière dont on refuse le mensonge, dont on choisit la dignité. Si cette chronique vous a touché, partagez-la, discutez-en, confrontez les récits. Les nations se construisent autant par la parole que par le courage. Et parfois, la simple décision d'écouter, vraiment écouter, devient le premier acte de résistance.